Bonjour à toutes et à tous, merci de cette invitation. En 2010, effectivement, j'ai eu l'honneur et le plaisir, sous la direction de Jacques Attali, de conduire une étude de préfiguration et de recommandation pour développer le Grand Paris jusqu'au port du Havre. Une très belle étude, et finalement 10 ans, 11 ans, plus exactement 11 ans après, c'est un bon recul pour se dire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et surtout quels enseignements on peut en tirer. En 2010, dès le printemps 2010, donc cette étude s'est conclue par un ouvrage qu'a signé M. Attali, qui s'appelle Paris et la mer, un ouvrage grand public, qui contenait 50 propositions très concrètes, et qui allait de l'industrie au tourisme, à la culture, qui essayait de faire le tour de la question et de ce qu'il aurait fallu faire, de ce qu'il faudrait faire pour ce projet du Grand Paris à la mer. Alors, je ne vais pas faire l'inventaire des 50 propositions, ce serait fastidieux, d'autant que finalement le bilan est assez aisément faisable en 2-3 points. Le premier point, c'est que parmi les 50 propositions, il y en avait 2 qui étaient jugées absolument incontournables et majeures. La première, elle vient d'être réalisée, c'est l'objet de l'allocution de M. Raison, c'était l'annonce, en tous les cas la volonté de créer un grand port maritime qui réunissait celui de Rouen, de Paris et du Havre. Donc une première proposition magnifiquement réussie en juin dernier. La deuxième proposition majeure, en revanche, il faut le reconnaître, elle est, j'ai envie de dire avec le sourire, mais elle est égarée. C'est celle du ferroviaire, et plus précisément du fret ferroviaire. Elle est égarée, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est. Elle est, malgré les annonces, quelques annonces récentes, finalement, on ne sait pas trop sur ce dossier quelle sera la nature de son amputation et quand sortira le malade. Donc un constat déjà sur ces 2 propositions un petit peu en demi-teinte. Et puis sur les 48 autres propositions, importantes également, finalement beaucoup de choses ont été faites. Une multitude de projets ont vu le jour entre Paris et Le Havre, que ce soit sur les industries renouvelables, ça a été signalé, que ce soit sur le tourisme, sur des festivals culturels. Beaucoup de choses ont émergé, beaucoup de projets donc, mais avec qui, je dirais, il manque, qui souffrent tous de quelque chose. Et ce manque de quelque chose, je voulais m'y arrêter 2 minutes avec vous, parce que je pense que c'est ça qui fait finalement l'enseignement principal de ces 10 ans passés. Ce manque, il tient à 2 choses. Il y a sans doute eu pendant 10 ans un problème d'échelle et un problème de désir. Ou dit plus précisément, je dirais qu'on s'est trompé d'échelle et on a raté le désir. Alors c'est un peu sévère dit comme ça, mais je ne voudrais pas qu'on le prenne comme une critique de la décade passée, parce que ça n'aurait aucun sens, mais plutôt qu'on se dise que pour la décade qui s'ouvre, puisque ce projet est loin d'être fini, eh bien que ce soit cet enseignement-là, ces 2 enseignements soient un petit peu un phare pour la continuation des projets futurs. Donc premier enseignement, le problème de l'échelle. Dès 2010-2011, et malgré les nombreuses alertes réitérées de Jacques Attali, et parfois virulentes, et je m'en souviens encore, les acteurs du projet sont partis avec une carte de géographie qui allait de la Défense au port du Havre. C'était quelque part rater l'enjeu. C'était rater l'enjeu, en tous les cas, de l'aspect mondial du projet et donc d'un développement d'une ambition maritime mondiale, parce qu'il avait été signalé que la bonne échelle géographique, c'était celle d'un triangle qui était celui de Londres-Paris-Rotterdam, à tout le moins Londres-Paris-Rotterdam, voire même mieux, un triangle qui aurait été celui de Londres-Odessa-Suez. C'était la seule échelle qui permettait de prendre en compte finalement les enjeux, 1, du trafic mondial maritime, du commerce mondial maritime, et 2, d'une ville portuaire mondiale.
La bonne échelle, c'était sans doute celle du bassin hydrologique de la Seine, c'est-à-dire de Lyon au Cotentin et à la Normandie. Et finalement, on le sait tous, la bonne échelle pour un projet de ce type, pour un projet de cette ampleur, c'est celle finalement que perçoit Thomas Pesquet de là où il est. La conséquence quasi immédiate finalement de ce problème d'échelle dans le projet Grand Paris et la mer, la conséquence immédiate, c'est que le portage de sa gouvernance n'a pas été toujours suffisant, n'a pas été à la hauteur forcément des ambitions, et que malgré les efforts finalement d'une délégation interministérielle qu'il faut saluer, qui a fait beaucoup de travail en presque 10 ans, malgré les efforts, et ils y reviendront, réitérés, et qu'il faut saluer la ténacité des 3 grandes villes, Paris, Rouen, Le Havre, qui ont vraiment fait un travail formidable pendant 10 ans. Malgré ces efforts, c'est vrai que le portage politique, l'appui politique a manqué, et notamment au plus haut sommet de l'État. Je dirais que ce manque de volonté politique n'a pas forcément effectivement permis de développer l'échelle dont je parlais tout à l'heure, et en tous les cas de l'inscrire dans la bonne échelle, et en tous les cas n'a pas permis de donner forcément toute l'ambition d'un projet d'aménagement territorial français dans son ensemble, comme j'irais le firent à leur époque avec la Datar, des gens comme Jérôme Monod ou Olivier Guichard. Le deuxième enseignement, c'est celui du désir, du manque de désir. Je dirais qu'on a, ou en tous les cas qu'on n'a pas suffisamment suscité ce désir, et notamment au sein de toute la population française, et je dis bien de toute la population française, c'est-à-dire y compris et surtout parmi les plus éloignés de la vallée de la Seine. Il faut, pour ne pas parler au passé, il faut qu'un projet comme celui-ci suscite l'adhésion de l'ensemble des Français, et comme le disait Édouard Philippe hier matin, ce n'est ni un projet havrais, ni un projet rouennais, ni un projet parisien, c'est un projet de tous les Français. Et cette composante, je dirais, nationale, en tous les cas de soutien national, n'a pas forcément donné lieu à tous les efforts. On n'a pas forcément donné envie, je dirais, aux gens qui habitent sur le plateau de Langres, c'est-à-dire aux sources de la Seine, aux gens du plateau de Langres, d'aller voir sortir les porte-containers du Havre. On n'a pas forcément donné envie aux Français, ou pas suffisamment dit aux Français que la mer, ce n'était pas simplement la plage. On n'a pas forcément donné envie de réparer les erreurs de Louis XIV et de Napoléon quand ils voulaient doter la France d'une ambition maritime. Et je dirais que finalement, on n'a pas cru les scientifiques ou les poètes, tels qu'on les a entendus hier ou aujourd'hui encore sans doute. Les scientifiques ou les poètes sont les mêmes qui disent tous que la mer, c'est comme une aube à l'orient des hommes. Je crois qu'on ne les a pas assez crus, en tous les cas dans leur dimension populaire. Et je voulais en terminer là-dessus. Si je reviens à l'ouvrage de Paris et la mer de 2010, il avait été beaucoup cité Jules Michelet, non seulement parce que Jules Michelet est enfant de la Normandie, et il connaissait très bien cette région, mais aussi parce qu'il avait eu cette intuition géniale, et je terminerai là-dessus, cette intuition géniale de dire, je vais le citer de mémoire, en disant « Rien de grand en France ne se fait qui ne commence par une chanson ». Je crois que c'était souligné qu'un grand projet, il avait lui en tête bien sûr les révolutions de 89 et de 48, mais c'était souligné qu'un projet comme celui-ci, avec une ambition telle, nécessite forcément un peu de lyrisme ou un peu de chanson. Et donc finalement pour les 10 ans à venir de ce très beau projet qu'est le Grand Paris et la mer, ben finalement c'est tout ce qu'on peut souhaiter, c'est de trouver un nouveau Jules Michelet ou un nouveau Jean Ferrat. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Bertrand Moineau, associé fondateur du cabinet 1630 Conseil. Et j'imagine bien sûr que nous pouvons retrouver cette étude complète sur le site de ce cabinet. Alors voilà pour le bilan, voilà pour l'état des lieux. Maintenant, on va voir comment les élus se positionnent et se sont positionnés au fil de ces dernières années autour d'Aropaport pour en faire un poids lourd mondial. Et on va voir cela avec nos invités. J'invite à venir me rejoindre Monsieur Édouard Philippe.
ancien Premier ministre, maire du Havre, président de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. Monsieur le Premier ministre, si vous pouvez vous installer ici, merci. Ainsi que Nicolas Maillère-Rossignol. Nicolas Maillère-Rossignol, maire de Rouen, qui va s'installer. Et nous devions, je vous en prie, asseyez-vous, nous devions avoir en visioconférence en liaison depuis Paris Madame Anne Hidalgo, la maire de la capitale, qui malheureusement vous prie de bien vouloir l'excuser, mais elle a eu un contretemps de dernière minute. Peut-être nous rejoindra-t-elle en cours de route en visio, mais rien n'est assuré. Nicolas Maillère-Rossignol, je me tourne tout d'abord vers vous. Je vais vous donner 5-6 minutes pour nous dire un petit peu comment vous avez vécu ces 10 ans, est-ce que vous avez vraiment obtenu satisfaction du travail accompli? Et puis après, on débattra sur la prospective, sur la place même de Aropaport en Europe et dans le monde entier. Alors, Nicolas Maillère-Rossignol, donc ce bilan, quel est-il à vos yeux aujourd'hui? Bon, d'abord, merci de votre invitation. Merci à l'Institut de l'économie positive. Merci à Le Havre, la ville du Havre. Merci à Édouard, Monsieur le Premier ministre. Le Havre, pépite, joyau de la Normandie. Je l'ai dit il y a déjà un certain nombre d'années. Je me souviens d'un concert ici avec toute une série de personnalités havraises dans des temps très difficiles pour le pays, où nous avions là aussi vécu ce moment très fort. Ces 10 ans, bon, on va rester positif. D'abord dire 2-3 éléments qui me semblent cruciaux. C'est que effectivement, des projets très concrets ont quand même, ça vient d'être dit, ont quand même vu le jour. Peut-être effectivement le plus fort d'entre eux aujourd'hui étant la fusion des 3 ports. Je rappellerai aussi quand même que nous avons eu des formes d'investissement partagées, le contrat de plan interrégional par exemple. Sur le ferroviaire, même si évidemment il y a beaucoup de regrets, beaucoup de déceptions, de critiques, et puis le temps ferroviaire est un temps très long, mais je rappelle quand même que sur Serqueux-Gisors, des choses ont avancé, et ce n'est pas du tout négligeable en matière de fret. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses évidemment extrêmement positives. Il faut rendre hommage d'ailleurs, ça a déjà été dit, mais je voudrais quand même le redire, à toute une série de personnalités, puisqu'on parle des élus. Je pense évidemment à Antoine Ruffnac, à Bertrand Delanoë à l'époque, à Laurent Fabius et beaucoup d'autres qui ont contribué à lancer cette belle idée. Si on essaye de se projeter vers l'avenir en tirant les leçons peut-être de ces 10 ans, alors vraiment avec beaucoup d'humilité, je ne prétends pas avoir de certitude, mais peut-être rappeler quelques points, quelques enseignements. D'abord, peut-être que ça va vous paraître évident, mais pour moi, comme modeste élu local, il me semble que c'est important de le rappeler. On a absolument besoin d'être unis à l'échelle de la vallée de Seine, de Paris jusqu'à la mer, de Paris jusqu'au Havre. Et il faut le dire, pendant des années, par exemple, entre Le Havre et Rouen, c'était plus, j'emploie souvent cette formule, les frères ennemis que les sœurs jumelles. Aujourd'hui, on est plus du côté des sœurs jumelles, dans le sens où nous faisons des investissements ensemble. Nous avons contracté le fameux CRTE, contrat de relance et de transition écologique avec l'État, ensemble. On porte des projets ensemble. Et au-delà de villes, les territoires, je pense que c'est extrêmement important. Et au-delà des élus, évidemment, les acteurs économiques, les acteurs associatifs, les citoyens. Si on veut créer du rêve, si on veut créer un récit, comme ça a été dit tout à l'heure, une chanson, une geste, on ne le fait pas juste à coup de CRTE et de signature sur des contrats. Et donc, cet enjeu d'affectio societatis à l'échelle d'un territoire, il est absolument stratégique. Et ça, on ne peut le faire que si on est uni. L'autre raison, toute bête, mais Édouard en parlera mieux que moi évidemment, c'est que si on n'est pas unis, on n'est pas en haut de la pile. Il y a forcément une concurrence entre les territoires. Quand j'étais président de région, je me souviens que le schéma national des infrastructures terrestres, c'est-à-dire l'ensemble des demandes, des projets de tous les territoires, etc., c'était de l'ordre de 247 milliards d'euros. Évidemment que le pays n'avait pas 247 milliards d'euros pour financer tout ça. L'AFIT à l'époque, alors ça a peut-être changé maintenant, mais c'était il y a une petite dizaine d'années, l'Agence française pour le financement des infrastructures terrestres avait une capacité de l'ordre de quelques milliards d'euros par an de financement. Donc évidemment qu'on n'était pas à l'échelle. Donc ça veut dire qu'à un moment, la lumière s'éteint dans la pièce et puis il y a une concurrence entre différents territoires. Et si vous n'êtes pas unis, on vous dit revenez demain quand vous serez d'accord. Bon. Donc première leçon, être unis. Je dirais aussi, deuxième leçon quand même, quand on se place, ça a été dit aussi tout à l'heure, à l'échelle de Thomas Pesquet, c'est-à-dire helicopter view, comme disent les Anglais, quand même, on est trop lent.
Si je prends un exemple, j'en prends ma part, hein, c'est pas une critique vis-à-vis de qui que ce soit, c'est les Français, nous sommes trop lents. Nous sommes trop lents. Si je prends les éoliennes, le premier appel d'offres, c'est Madame Kosciusko-Morizet qui est ministre, à l'époque président Nicolas Sarkozy. Donc ça doit être 2009, quelque chose comme ça, premier appel d'offres. Bon, l'usine est en construction aujourd'hui, tant mieux. Hein, on est évidemment tous très fiers d'y avoir un peu contribué, et Le Havre en premier lieu est formidable. Mais enfin, ça fait quand même 10-12 ans. Si vous allez dans les Pays-Bas, en Danemark, en Belgique, qui sont quand même des pays pas très très loin d'ici, des éoliennes en mer, il y en a un certain nombre. Alors, je ne dis pas que c'est la panacée. Évidemment que ça ne résout pas tous les problèmes. Mais enfin, quand même, on doit pouvoir un jour dans ce pays arriver à améliorer, à réduire les temps de procédure, etc. Alors, des progrès ont été faits, attention, hein, je ne veux pas être critique pour être critique. Je dis juste que si on se compare, et je nous compare aux Néerlandais, je ne compare pas aux Chinois, hein, parce qu'évidemment, si on se place à l'échelle internationale, il y a encore beaucoup plus rapide. Mais quand même, si notre horizon de compétitivité, ce sont les ports d'Anvers, de Rotterdam, d'Hambourg à l'échelle européenne, si on veut se positionner comme la première place portuaire, non seulement pour Paris et la métropole, mais parisienne, mais plus largement comme porte d'entrée et de sortie de toute l'Europe, alors il faut que dans les pas de temps, dans les délais technico-administratifs, on soit à cette échelle-là. Donc, quand même, deuxième message, il faut qu'on arrive à trouver les moyens d'être plus rapide dans nos prises de décision. Ce qui est d'ailleurs lié avec le premier point, parce que si on n'est pas unis, on n'est en général pas beaucoup plus rapide, on est plutôt plus lent. Troisième point, et là, de ce point de vue-là, je pense qu'on a vraiment fait des progrès, mais c'est quand même une leçon pour le futur. Il faut encore qu'on fortifie nos infrastructures. Alors là, on est dessus sur l'aspect portuaire, hein, ça a été dit par Stéphane Raison tout à l'heure, sur l'électrification, sur la décarbonation, etc. L'infrastructure ferroviaire, quand même, il y a encore beaucoup de travail, la multimodalité, évidemment. Et puis j'insiste sur cet aspect de timing et d'infrastructure, parce que si on veut être à l'échelle des enjeux écologiques, et aussi à l'échelle du défi de compétitivité dans lequel on se retrouve aujourd'hui, la fenêtre temporelle que l'on a pour agir, elle est très courte en réalité, puisqu'on sait que pour ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, c'est dans les 10 ans qui viennent. Donc voilà, 3 messages extrêmement simples. Hein. Il faut absolument qu'on soit unis. Et moi, quand Le Havre va bien, Rouen va bien. Je veux dire, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et réciproquement, je crois. Donc il faut absolument sortir des guéguerres, être unis. Deuxième message, le pas de temps. Il faut qu'on simplifie, qu'on aille plus vite, vraiment. Et puis des investissements concrets, en premier lieu dans les infrastructures. On va avoir l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Nicolas Meyer-Rossignol pour cette intervention. On peut vous applaudir bien sûr. En guise de salutation d'un travail accompli et de tout ce qui reste à faire. Et on va voir qu'il reste beaucoup à faire. Édouard Philippe, 10 ans déjà pour ce LH Forum, et puis surtout désormais un axe Seine, Le Havre, Rouen, Paris, et je dirais inversement. Alors même question, quel bilan? Et puis après on va débattre sur les questions plus prospectives. Bonjour à tous. La première chose que je pourrais dire, je ne sais pas si c'est propre aux 10 ans qui viennent de s'écouler, ou si c'est le produit des 10 ans qui viennent de s'écouler, mais je trouve que ce n'est pas totalement inutile de le dire et de le dire le plus clairement possible. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Meyer-Rossignol. Entièrement. Et sur tous les points. Les sœurs jumelles, l'union, la rapidité, l'investissement dans les infrastructures. Et ce n'est pas totalement sans intérêt qu'on soit d'accord tous les deux. D'abord parce que ça traduit une forme d'union, ensuite une forme de convergence de vues, et que c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce que nous essayons de construire collectivement, c'est-à-dire un axe Seine plus fort et plus dynamique. Et j'ajouterais, ça n'est pas bien de faire parler les absents, et c'est pas forcément... Enfin, je n'envisage pas, ni à court terme, ni à moyen terme, de devenir le porte-parole d'Anne Hidalgo. Ce serait un scoop. Ah oui, mais non. On ne l'aura pas aujourd'hui. Oui, ça va prendre beaucoup plus de temps. N'empêche que, je crois pouvoir dire, et je parle sous le contrôle de Nicolas, je crois pouvoir dire que cette convergence de vues, elle n'est pas propre au Havre et à Rouen, mais qu'elle est commune au Havre, à Rouen et à Paris. Et ça n'est pas rien du tout. Et je crois aussi pouvoir dire, et ça pour le coup, sans aucune espèce d'hésitation, que le tout, cette convergence de vues, passe par une très grande estime réciproque entre les acteurs, qui ne règle pas tous les problèmes, bien entendu, mais qui est un élément sur lequel on peut construire. Donc je voulais commencer par dire ça. Ensuite, je ne vais pas du tout répondre à votre question.
Et je vais plus exactement, non pas utiliser les 10 dernières années comme l'élément du bilan, mais je vais plutôt prendre les 50 dernières années. D'abord parce que mais sur le même timing, j'ai 50 ans. Bien d'accord. Oui, ça va aller très vite. Moi, j'ai 50 ans et donc je me retourne et j'essaie de regarder il y a 50 ans et de regarder l'évolution de l'axe Seine sur 50 ans. Et c'est assez fascinant parce que, comme l'échelle est vaste, si on va à l'est de Paris jusqu'à la mer, il peut être utile d'avoir une échelle de temps qui elle-même est assez vaste. Dans les 50 dernières années, l'axe Seine, la population de l'axe Seine a augmenté de 30%. C'est pas rien, une augmentation de 30%. En 50 ans, il y a des endroits où ça va plus vite, mais enfin néanmoins une augmentation de 30%. Elle s'est très largement désindustrialisée, c'est-à-dire que les activités de production sont devenues une part relative de l'activité globale beaucoup plus faible. Et cette désindustrialisation est évidemment intervenue à un rythme différent entre Le Havre, Rouen et l'Île-de-France. Elle a été avec des intensités diverses. L'évolution même de la population sur 50 ans traduit une augmentation très forte, plus 30%, mais des déséquilibres très puissants. En réalité, c'est la région Île-de-France qui capte l'immense majorité de cet accroissement de population. De même, à l'intérieur des zones géographiques Le Havre, Rouen et Paris, on constate un faible accroissement des fonctions, on va dire, de service et des emplois de service au Havre, un accroissement un peu plus fort, mais néanmoins inférieur à la moyenne nationale des fonctions de service à Rouen, et une augmentation considérable des fonctions de service à Paris. Donc une population qui se transforme. Deuxième constat, une mobilité qui se transforme et pas vraiment dans le bon sens. C'est d'ailleurs pour ça que Nicolas dit à juste titre qu'il faut continuer à investir dans les infrastructures. En 50 ans, la part modale du trafic de marchandises sur le fer s'est écroulée. Alors le trafic a considérablement augmenté, mais la part modale s'est écroulée. On était, je crois, à 30%, 30-35% au début des années 70. On est à peine à 5%, 8% aujourd'hui, à peine plus. La deuxième chose, c'est que la structuration portuaire, elle, s'est accélérée. Et c'est quand même une excellente nouvelle. On peut parler de l'embolie automobile, qu'on n'imaginait peut-être pas à ce point en 70, mais qui est caractéristique de l'axe Seine. Et puis, le troisième point, parce qu'il ne faut jamais rater l'occasion de dire ce qui va bien. Dans les 50 années qui se sont passées, s'agissant de l'axe Seine, il y a au moins une excellente nouvelle, c'est la Seine. La qualité des eaux, la diversité de la faune et de la flore dans la Seine ont été considérablement accrues, en vérité sauvées, et pas depuis 50 ans, plutôt depuis 15 ans. C'est-à-dire que si Anne était ici, on lui aurait dit combien on a été fiers quand son fils a descendu la Seine à la nage, qu'il est passé par Paris, qu'il est passé par Rouen et qu'il est arrivé au Havre, en pleine forme. Il est arrivé en pleine forme, ce qui montre qu'il est extrêmement sportif et qu'on peut se baigner pendant, je ne sais plus, il a mis 50 jours dans la Seine. Qualité de l'eau. Mais je vous assure, il y a 20 ans, il y avait, je crois, 5 espèces de poissons qui étaient encore présentes dans les eaux de la Seine. On est à plus d'une trentaine. On a des saumons qui remontent la Seine. Donc le vieux rêve de pouvoir se baigner dans la Seine, il est à portée de main. Il est véritablement à portée de main. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire des investissements publics et des investissements privés absolument considérables. Et ça veut dire aussi que même si nous sommes trop lents, Nicolas a raison, la prise de conscience d'une nécessité, prise de conscience collective d'une nécessité, nous permet d'obtenir des résultats. Et je le dis parce que c'est une chose qui me distingue parfois d'un certain nombre de mes amis qui sont de façon plus sonore versés dans la défense de l'écologie. Je prétends que si nous ne montrons pas les bonnes nouvelles, quand elles existent, elles ne sont pas si nombreuses en matière d'écologie, alors nous désespérons tous ceux qui
savent qu'il faut faire quelque chose, mais se demandent si ce qu'ils font a un sens ou une portée. Et bien, collectivement, le public, le privé, nous avons apporté une solution assez remarquable à la question de la vie sur ce qui est la rue commune qui relie Paris au Havre. Merci beaucoup, Édouard Philippe. Merci. On peut vous applaudir pour cette action aussi, celle qui reste à venir. On va justement débattre sur tous les différents points, l'industrie, l'Europe, etc., que vous évoquiez. Je vais évincer une question que vous avez évoquée tous les deux. On ne va pas faire de la politique, mais vous avez dit tous les deux, on s'est mis d'accord. Je voulais savoir quelle est la place du politique dans tout ça. Comment, quand on a des opinions différentes, bon, Madame Hidalgo, malheureusement, ne pourra pas témoigner, ou peut-être un petit peu plus tard, mais je vous pose la question à tous les deux, quand on a des opinions, qu'on défend des opinions différentes, comment on peut se mettre d'accord pour avancer sur un projet économique majeur, mondial, on le disait. Est-ce que c'est un nouveau paradigme politique régional, en fait, finalement? Monsieur Maillard-Rossignol. Alors, Monsieur le Premier ministre. Non, mais, enfin, pardon, mais ce qui serait dingue, ce serait que ce ne soit pas possible. Moi, elle me fout les jetons, votre question. C'est pour ça que je vous la pose. Ben oui, mais le présupposé qu'elle implique est redoutable. Et évidemment qu'on peut avoir des choix, des opinions politiques différentes, heureusement du reste, et sur un certain nombre de sujets, notamment des sujets qui relèvent de l'intérêt général, d'une vision du pays, d'une vision d'un territoire, on peut se retrouver. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais on peut parfaitement construire quelque chose en confiance, en convergence de cette nature. Et mon Dieu, si quelqu'un en doute, c'est qu'il a perdu toute foi dans la capacité des femmes et des hommes et de citoyens de ce pays à essayer de s'élever et à regarder l'intérêt collectif. Donc, si j'ose dire, pardon, mais évidemment c'est possible. Et puisque vous ne me posez pas cette question, je vais quand même y répondre. C'est même parfois... c'est parfaitement possible entre gens qui n'ont pas fait les mêmes choix politiques, qui ne sont pas de la même famille politique. C'est parfois très difficile avec des gens qui sont parfaitement d'accord avec vous. Voyez-vous ? Tout le monde voit. J'ai des exemples. Et donc voilà. Donc oui, c'est possible. Ça exige, peut-être, ça exige de commencer les rapprochements et le partage des idées de façon peu tonitruante, mais par des gestes qui permettent de construire la confiance. Et je le dis parce que c'est un peu comme ça que ça s'est fait entre Rouen, Le Havre et Paris. On est sur une construction. Alors maintenant, on est assez solidement et assez clairement et assez confiant dans cette relation, mais elle a grandi. Et je crois que maintenant, elle peut donner son fruit. Et ça devrait faire jurisprudence, peut-être pour d'autres dossiers, non? Vous pensez faire exemple? Mais pourquoi pas? Et s'aimer, peut-être, ce principe de pragmatisme, finalement, Nicolas Maillard-Rossignol. C'est un nouveau paradigme politique où ça s'impose, comme le dit Édouard Philippe, ça s'imposait d'évidence? Je vais vous raconter la vérité, puisque Édouard, lui, ne l'a pas raconté. Pour ce qui concerne ma proximité avec Hidalgo, je pense que tout le monde la connaît. Pour ce qui concerne Le Havre et Rouen, 2013, j'ai la chance d'être élu président de région et je regarde avec un œil plutôt torve en réalité. Au départ, le maire du Havre de l'époque, en me disant, mais enfin quand même celui-là, il exagère avec son aéroport, alors qu'il est évident qu'on devrait avoir un seul aéroport en Normandie. Bon, je passe sur le sujet de fond. Bref, les choses commencent assez mal, et notamment par mon fait. Parce que, on a une forme de prétention et de satisfaction égotique quand on est élu, hein, il faut bien le reconnaître. Et puis, je ne sais par quel mystère, je me retrouve au Havre. Et là, c'est la phrase de, je ne sais plus si c'est Schuman ou Monnet, mais c'est le discours de l'horloge sur l'Europe. Et on va le transposer à l'Axe-Seine. L'Europe ne se fera pas comme ça, d'un coup d'un seul, mais par des projets créant une solidarité de fait. Et là, Édouard me parle, c'était en 2013-2014, à l'époque Areva, qui est devenu Siemens Gamesa, des 500 ans du Havre, du projet de plateau d'enseignement supérieur et de recherche. Et tout d'un coup, d'abord, je comprends que mes préventions et mes présupposés et mes préjugés étaient absurdes.
Et puis que surtout, même si on peut ne pas être d'accord, peut-être même encore aujourd'hui, sur l'aéroport, il y a tant à faire ensemble. Et c'est ce qu'on a fait, et je le dis très souvent et avec beaucoup de tranquillité, et comme l'a dit avec humour Édouard, effectivement, il est parfois peut-être plus facile de s'entendre avec ses adversaires politiques qu'avec certains de ses amis. Le territoire avec lequel j'ai eu le bonheur de travailler le mieux quand j'étais président de région, mais c'est une période courte, hein, c'est 2 ans, c'était la communauté d'agglomération avraise, vraiment, sans aucune difficulté. Donc, il faut des projets concrets. Mais je fais le lien avec ce qui a été dit juste avant, parce que là, on parle des élus, bon, très bien, c'est nos petites histoires. Ce que je viens de vous raconter est l'absolue vérité, Édouard peut confirmer. Mais au-delà de ça, ce que je pense c'est très important, parce qu'on a parlé projet, on a parlé AROPA, on a parlé CRTE, CPIER, on a parlé très bien, tout ça c'est formidable. Mais je voudrais ajouter 2 dimensions. Un, la dimension du rapport à l'État. C'est-à-dire que c'est très bien que Paris, Rouen-le-Havre, puis les territoires évidemment autour. Sur des questions. Oui, mais je voudrais insister là-dessus parce que non, mais on essaye de se projeter. Si on veut qu'effectivement ce projet apparaisse comme et soit incarné et porté comme un projet national, comme il a pu l'être par le passé, attention, hein, mais jusque dans un passé récent. Mais si on se projette sur le futur, il faut un rapport très étroit quand même avec l'État, et ça c'est indépassable, et quels que soient les élus locaux, à vrai dire. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, avec les citoyens. Et alors c'est peut-être la métaphore de la chanson tout à l'heure de Ferrat ou de je ne sais qui. Il faut quand même qu'on arrive à créer aussi, c'est pour ça que les sujets sur la biodiversité, qui ont quand même pris un relief politique différent ces dernières années par rapport à il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Je ne me souviens pas avoir entendu Antoine Ruffnac ou Laurent Fabius parler beaucoup de biodiversité à l'époque. Aujourd'hui, je pense que ce serait plus au cœur du sujet, et tant mieux. Mais la culture, je rappelle que 2024, ce sont les Jeux Olympiques à Paris, ce sont les 150 ans de l'impressionnisme au Havre, à Rouen, à Vernon, etc. Bref, il faut qu'on arrive à associer beaucoup plus les citoyens, et pas simplement les citoyens normands. Merci, pour l'histoire que vous nous avez racontée. Il y a peut-être un livre à écrire, d'ailleurs, peut-être un jour. Et puis, message lancé auprès à la fois de l'État, enfin, des élus et des citoyens. Édouard Philippe, qu'est-ce qui reste à faire? Je serais tenté de vous poser comme question. Comment vous voyez le développement d'Aropaport? Comment vous voyez le développement même stratégique de ce qui est beaucoup plus qu'un port, hein, c'est un ensemble. On va parler de la concurrence avec les ports nord-européens, mais aujourd'hui, quand estimez-vous que cette infrastructure atteindra son rythme de croisière? Pardon pour l'image, mais est-ce que vous avez déjà, je dirais, non pas un plan, mais peut-être une fresque? D'abord, je veux dire une deuxième fois que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Maillé-Rossignol. Sur le port, je pense que la modification statutaire était nécessaire. Alors là, pour le coup, je l'ai beaucoup poussé quand j'étais Premier ministre et j'étais convaincu que c'était la bonne idée. Parfois, on est convaincu d'une idée et puis on se trompe, ça peut arriver, ça m'est arrivé, sans doute, puis ça m'arrivera sans doute encore. Mais là, je crois que nous sommes en train de démontrer que la réunion de 3 établissements publics qui se parlaient, bien entendu, mais qui, au fond, avaient leur logique propre, avaient leur relation avec leur territoire propre, la fusion en un établissement avec une vision d'ensemble, une stratégie d'ensemble, une politique commerciale d'ensemble, est une bonne chose pour l'ensemble du territoire. La deuxième chose, je le dis parce que Nicolas a eu raison de parler de l'État, c'est que nous devons veiller à parler aux citoyens, mais nous devons veiller à ne jamais faire du projet Paris-Rouen-Le Havre un projet qui n'intéresserait que Paris, Rouen et Le Havre. C'est un projet français. Il s'agit de construire une porte d'entrée continentale et une porte de sortie continentale. Et ce n'est pas propre à chez nous, ça se passe chez nous, mais c'est un sujet d'intérêt national. Et il faut bien l'expliquer, et au fond, il faut pouvoir l'expliquer dans les mêmes termes à Bordeaux, à Grenoble, à Strasbourg. D'autant que la France c'est un intérêt national. A une façade maritime extraordinaire, absolument. Qu'on a un peu oublié depuis Colbert d'ailleurs. Je ne sais pas si on l'a oublié, mais en tout cas on ne la valorise pas, ça c'est sûr. Donc voilà. S'agissant de ce qu'il reste à faire, moi je suis très partisan de considérer que nous avons fait ce qu'il fallait pour défendre à court et à moyen terme l'axe Seine comme la porte d'entrée de la grande région Île-de-France. Quand je dis grande région Île-de-France, c'est un peu au-delà. Très bien. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Ça ne doit pas être ça notre objectif. Si véritablement on se place dans l'optique
que nous sommes une porte d'entrée et une porte de sortie à l'échelle du continent européen tout entier, alors ça n'est pas l'Île-de-France que nous devons viser, bien entendu. C'est l'Europe continentale. Et donc, pour moi, le grand enjeu, c'est de devenir beaucoup plus compétitif sur une échelle géographique de plus de 200 km. Et ça, ça passe pas par 50 choses, ça passe, me semble-t-il, par la construction, par l'exploitation, par la conception de lignes ferroviaires dont il ne me choquerait pas qu'elles soient dédiées au fret et qui doivent aller vers l'Est. Notre grand sujet aujourd'hui, en tout cas moi celui dans lequel je m'inscris, c'est l'axe ouest-est. Nous devons devenir le port de Prague. Nous devons devenir évidemment le port de Strasbourg, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non pas que nous n'ayons aucun lien avec Strasbourg ou avec Prague. Donc ça veut dire de nouvelles infrastructures ferroviaires notamment. Ça veut dire de nouvelles infrastructures, et ça veut dire des infrastructures qui accepteraient, en tout cas c'est ce que je crois, qui accepteraient de ne pas passer par l'Île-de-France. Bon, alors évidemment, quand vous faites du train qui ne passe pas par l'Île-de-France, en France on vous regarde bizarre, quoi, hein, parce qu'on aime bien quand ça passe par Paris. Mais je crois que ce n'est pas du tout l'idée. Je pense qu'il faut qu'on arrive à viser au-delà de Paris. Vous avez déjà un plan ? Bon, je ne peux pas dire que j'ai un plan, mais j'ai quand même quelques idées. Des choses dans les cartons. Non, moi je milite depuis longtemps pour un contournement très au large de l'Île-de-France, par le nord, de façon à pouvoir aller viser vers Strasbourg, puis plus loin Prague, bref, toute une zone incroyablement industrielle, qui, si elle était desservie de façon compétitive par le rail, depuis la France, présenterait, je pense, pour notre pays, et évidemment pour notre région et pour nos villes, un avantage absolument considérable. Ça me paraît une première chose essentielle. Il y a d'autres choses à faire. On a un sujet sur le fluvial, on l'a souvent évoqué avec le maire de Rouen et avec la maire de Paris, avec les acteurs portuaires et avec les acteurs du domaine fluvial. On doit faire attention à ne pas négliger et même à développer très fortement ce mode de transport sur l'axe Seine, d'abord parce qu'il est précieux du point de vue écologique, ensuite parce que si nous ne nous en occupons pas, nous allons en payer le prix à travers la concurrence que nous ferons les ports du Nord grâce au fleuve. Alors c'est un appel à la mobilisation générale, mais on voit quand même il reste encore beaucoup de travail et de personnes à convaincre sur cette longue route qui vous amènera vers le reste de l'Europe. Nicolas Meyer-Rossignol, peut-être une réaction de ce que disait Édouard Philippe. Et vous, quelle est votre perception? Quels sont les prochains chantiers sur lesquels vous souhaitez insister? Oui, j'approuve complètement ce que vient de dire Édouard. Peut-être juste vous donner sur la question infrastructure ferroviaire un exemple d'échec, mais qui est éclairant, et puis ensuite essayer de prolonger sur d'autres aspects. Sur le ferroviaire, on a raté récemment à Rouen l'implantation d'un site de ce qu'on appelle de gigafactory sur la batterie. Alors je vous passe les détails confidentiels, mais un des arguments, et je crois que c'était un argument réel, pas factice, du porteur de projet qui devrait s'installer plus vers le nord de la France, nous a dit, vous comprenez, le problème c'est que sur votre place industrielle et portuaire, sur la vallée de Seine, vos infrastructures, nous on a besoin d'infrastructures ferroviaires pour transporter les batteries, c'est très lourd, il faut du train, sauf que vous passez tout par Paris, et que Paris c'est hyper congestionné et que nous on a besoin d'acheminer vers l'Allemagne, enfin exactement ce qu'a dit Édouard, il a cité Prague, mais c'est le même schéma, et nous on a besoin de passer à côté de l'Île-de-France parce que c'est trop congestionné autour de Paris. Et voilà, donc on voit très bien là l'enjeu de l'infrastructure, en l'occurrence ferroviaire, et derrière effectivement des grands corridors vers l'Est. Alors je voudrais prolonger l'exemple et le sujet en abordant quelques autres points qui me semblent stratégiques. D'abord, l'enjeu de la réindustrialisation. Puisque si on anticipe les 10 années qui viennent, on a quand même des risques. Il y a des facteurs de risque. Hein. Si vous faites un SWOT sur le territoire de la vallée de Seine, il y a des opportunités, mais aussi des menaces, des risques. Bon. Sur les menaces et les risques, qu'est-ce qu'on voit? On a quand même tout un appareil productif industriel assez carboné, quand même, sur un certain nombre de secteurs. Je ne juge pas en disant ça, mais enfin, c'est le fruit de l'histoire, qui sont aujourd'hui à risque, y compris des secteurs qui jusqu'ici allaient très, 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 très bien. Aéronautique par exemple, ou même l'automobile qui s'était plutôt ressaisi et qui a des facteurs d'opportunité, attention, hein, mais qui est en fragilité par certains aspects, sans parler évidemment des centrales thermiques ou des productions des raffineries, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire, et c'est un argument pour renforcer le caractère national et européen de cette vallée, un très bel exemple, alors certains diront résilience, peu importe, mais d'adaptation
industrielle vers une réindustrialisation, vers les secteurs sur lesquels on a à la fois, et ça c'est quand même une très grande force et on ne le dit jamais assez, à la fois appuyé sur une évolution de nos compétences, de la main-d'œuvre, qui est une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, de l'acceptabilité industrielle, parce que je vous assure qu'il y a plein de territoires en France où les industriels ne sont pas aussi bienvenus, voire pas bienvenus du tout, par rapport au territoire de la vallée de Seine, une évolution vers les secteurs qui sont en gros ce que Jacques Attali appelle les secteurs de l'économie de la vie. Je vais prendre juste un exemple, le secteur pharmaceutique. Le biologiste que je suis vous dira qu'on n'en a pas fini avec les variants. Tant qu'on vous avez des poches où vous avez des gens pas vaccinés, d'où l'ineptie de ne pas se faire vacciner d'ailleurs, mais à l'échelle internationale, le variant Delta, il vient d'Inde. Vous avez des probabilités de mutation, des nouveaux variants, et vous avez une probabilité non nulle que un nouveau variant soit plus ou moins résistant, en tout cas sur lequel le vaccin actuel ne soit pas aussi efficace, ne limite pas, bref. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des capacités structurelles de production de vaccins. Bon. Donc là, il y a quelque chose à construire sur une industrie. Évidemment, les énergies renouvelables, les mobilités décarbonées, le fluvial, etc. Dernier point quand même, très important là aussi, il faut une geste et une espèce d'odyssée sur le territoire. Il faut le faire dans une dimension de rêve. Peut-être ce qui a été dit tout à l'heure est assez pertinent, je crois, au-delà de la formule de la chanson. Il faut aussi faire rêver. Et on ne fait pas rêver à coup de contrats de plan et de datar. Donc il faut aussi qu'on porte un projet culte, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on a tendance à se focaliser, c'est normal, sur les infrastructures, l'économie, etc. L'économie de la culture et du tourisme, ça existe aussi. Donc j'insiste sur cet enjeu de faire rêver, et une bonne manière, je crois, de faire rêver, c'est de montrer la dynamique d'un territoire qui au départ est meurtri, pollué, en difficulté, qui a contribué plus que de raison, plus que beaucoup d'autres territoires en France, à la reconstruction d'après-guerre. C'est quand même ici qu'on a reconstruit la France, c'est quand même dans cette vallée de Seine. Mais oui, mais je voudrais insister là-dessus, c'est un territoire qui a payé un lourd tribut. Eh bien, cette dynamique de réindustrialisation, de redynamisation et de réaménagement du territoire, je pense que c'est quelque chose qui peut être, à vrai dire, assez poétique dans le récit national. Justement, Édouard Philippe, Nicolas Meyer-Rossignol employait le terme de réindustrialisation et pas relocalisation. C'est vrai qu'en économie, c'est pas la même chose, et en économie industrielle, surtout, c'est pas du tout la même chose. La France, aujourd'hui, a très probablement plus besoin de réindustrialisation que de relocalisation. C'est un autre débat. Mais on pourrait l'aborder à travers cet axe Le Havre, Rouen, Paris, Seine, le grand axe. Quand on dit réindustrialisation, on a tout de suite derrière évidemment les questions d'environnement, la transition énergétique. Comment vous la vivez, comment vous la voyez dans ce grand axe qui est encore appelé à grandir? La transition énergétique et Aropaport. Je commence par une remarque. Je ne suis pas absolument sûr de ce que je vais dire, donc prenez-le comme une hypothèse sur laquelle je suis en train de réfléchir plus que comme une certitude. On est entre nous. Donc. Non, mais je suis sérieux. On a le droit de... je me méfie, on va dire, je me méfie beaucoup d'une présentation qui donne le sentiment que, au fond, le sujet le plus compliqué s'agissant de l'environnement et de la préservation de l'environnement, de la biodiversité, c'est l'industrie. Parce que je crois, je ne dis pas que c'est la question que vous avez posée, mais c'est souvent comme ça qu'elle est entendue, parce qu'il me semble qu'au fond, c'est pas l'endroit où c'est le plus compliqué. C'est pas la production industrielle qui aujourd'hui m'angoisse le plus dans la gamme des sujets qu'il faut prendre en compte dans la préservation de l'environnement. Je parlais tout à l'heure de... On peut regarder la zone industrielle du Havre, après tout. En termes d'investissement pour lutter contre les rejets dans l'atmosphère, dans le milieu naturel, l'impact sur les ressources, les industriels font à la fois parce qu'ils sont des citoyens conscients de ce qui se passe et parce que c'est leur intérêt, les deux, des investissements absolument considérables et ont des résultats. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de concilier notre mode de vie indépendamment des activités de production et les questions d'environnement. Tout à l'heure avec Nicolas, avant que nous nous réunissions sur ce plateau, nous évoquions un sujet qui m'obsède, qui est le sujet de l'étalement urbain. L'étalement urbain, ça n'a rien à voir avec l'industrie. Hein. Mais en termes de pression sur les ressources naturelles, en termes de pression sur les espaces naturels, en termes de pression sur les terres agricoles, c'est infiniment plus destructeur que l'implantation d'un site industriel. Vraiment. Alors c'est mité, c'est sympathique, c'est du pavillon, ça correspond
à un imaginaire, à une volonté de nos concitoyens. Vous partagez le point de vue avec tout le monde, là, autour de vous, enfin, avec tous les élus? Non, mais j'ai le droit de vous dire ce que je pense en même temps. Ah, je vous dis ce que je pense. Et tout à l'heure, je formulais une hypothèse, là, je formule une conviction. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que la réindustrialisation pose un certain nombre de problèmes en termes d'occupation d'espace, de rejet dans le milieu naturel, de pression sur les ressources naturelles? Oui, bien sûr, évidemment. Est-ce qu'on peut les prendre en compte? Oui, bien sûr, évidemment. Mais comment? Est-ce que notre territoire a un avenir sans l'industrie? Mon point de vue, ma conviction, c'est non, évidemment. Et donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on privilégie l'implantation de sites industriels qui soient au maximum respectueux des enjeux aujourd'hui, de la préservation des milieux. Ce n'est pas un exercice simple. Mais quand je vois l'incroyable dynamique qui est à l'œuvre en ce moment pour imaginer la façon dont on peut décarboner l'industrie, c'est pas sexy. C'est pas spectaculaire. Arriver avec l'hydrogène à décarboner, à capter, puis ensuite à décarboner les process industriels, notamment les process issus de la pétrochimie, c'est vraiment pas spectaculaire. Ça fera moins de lignes dans un journal que le premier véhicule à hydrogène, qui sera d'ailleurs probablement le seul, pendant longtemps, acheté par telle ou telle collectivité territoriale. Ce que Nicole et moi faisons, hein. On achète des véhicules à hydrogène. Ça coûte cher, mais on le fait, parce qu'on pense que c'est important. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'incroyable effort de l'industrie pour décarboner. Il y a 3 sites en France de production de carbone industriel, pardon, pas de production de carbone industriel, mais qui produisent du CO2 à cause de l'activité industrielle. C'est Fos-sur-Mer, Marseille, c'est Dunkerque et c'est la vallée de la Seine. Si ici, comme nous y travaillons avec les industriels, nous réussissons à mettre en place, comme nous y travaillons avec le port, nous réussissons à mettre en place les instruments qui permettent de massivement décarboner l'industrie, alors on crée un avantage comparatif. On fait plutôt du bien à l'environnement, on fait plutôt du bien à la richesse locale, et on crée un avantage comparatif sur un très grand nombre de zones en Europe. Ben voilà un enjeu industriel, environnemental, territorial, absolument décisif. Et vous venez, Monsieur le Premier ministre, de prononcer le mot-clé, Europe. Il nous reste à peine 4 minutes. Très rapidement, tous les deux, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe? Pardon, c'est un peu tue l'amour, mais la question s'impose quand même aujourd'hui. L'Europe incontournable, mais l'Europe parfois trop absente, dit-on. 1 minute chacun, s'il vous plaît. Oui, très rapidement, sur le plan européen, il y a d'abord, de la même façon que l'on souhaite que ce projet soit porté au niveau national, il faut qu'il soit porté au plan européen. En réalité, si on se place comme une porte d'entrée et de sortie pour Prague, ça a été dit, pour l'Allemagne, etc., alors on est sur une dimension qui est tout à fait européenne, et l'Europe a besoin de corridors tels que l'axe Seine. Donc il y a déjà une question de portage politique au niveau européen. Ensuite, évidemment, il y a la question des financements, des investissements. Hein, pour ce qui concerne, on a cité Serqueux-Gisors tout à l'heure, ça fait partie de ces projets qui ont bénéficié de financements européens. Peut-être qu'on peut en obtenir plus sur un certain nombre d'infrastructures, notamment de corridors. On pourrait parler de la protection de la biodiversité aussi, sur laquelle l'Europe est très engagée. Donc, il ne faut pas être négatif de ce point de vue-là. L'Europe a plutôt avancé quand même, hein, dans par exemple, l'évaluation. Vous la sentez intéressée par le projet? De mon point de vue, pas suffisamment. De mon point de vue, pas suffisamment. Je pense qu'on a besoin d'un portage politique plus fort, mais les leviers existent. Troisième point qui est quand même très important, c'est l'aspect réglementaire, puisque l'Europe a quand même un rôle essentiel sur la directive REACH, les normes en matière de polluants, etc., etc. Elle peut aussi avoir un rôle réglementaire sur, par exemple, des systèmes de bonus-malus sur la multimodalité, par exemple, pour essayer de favoriser des transports plus massifiés. Bref, il ne faut pas du tout négliger l'aspect normatif et réglementaire, qui est un des leviers de compétitivité ou de handicap à la compétitivité économique. Il n'est pas trop important aujourd'hui, justement, les normes, trop de normes, des Non, normes, je pense qu'on est bien content d'avoir une harmonisation sur un certain nombre de sujets. Et à partir du moment où les règles sont claires et stables, que les règles soient exigeantes, en général, vous savez, les industriels, ils s'adaptent. En revanche, ce qui est très clair, c'est qu'on peut faire plus pour encourager la multimodalité. Édouard Philippe, d'un mot, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe? Est-ce qu'elle est assez présente? Je ne sais pas si elle est assez présente. Ce que je sais, c'est qu'il y a une vraie et ancienne réflexion au niveau européen qui me paraît très fondée sur justement les portes d'entrée et de sortie continentales. Aujourd'hui, l'essentiel du trafic maritime, donc du lien au monde, s'agissant du commerce européen, c'est Anvers et Rotterdam. C'est pas très loin. Si un jour il y a un problème,
on est très mal. Et donc il y a une réflexion européenne ancienne et juste de diversification des portes d'entrée pour qu'il n'y ait pas un accident un jour. Ça me paraît très logique, donc j'attends des participations à des financements et ne boudons pas nos plaisirs. Je pense que d'une certaine façon, si nous ne recevons pas assez, c'est probablement que nous ne demandons pas assez. Et donc nous avons besoin à la fois d'aligner stratégiquement l'Union européenne avec ce que nous souhaitons, de solliciter des financements et de veiller à ce que l'environnement réglementaire soit, dans toute la mesure du possible, à peu près identique sur des territoires qui sont souvent en compétition. Merci beaucoup, Monsieur le Premier. Merci beaucoup, Édouard Philippe. Merci, Monsieur le maire, Nicolas Meyer-Rossignol, de nous avoir donné toutes ces précisions. Je pense qu'on peut vous applaudir pour ces précisions. Et on se donne rendez-vous pour un bilan d'étape chaque année, évidemment. Merci infiniment.